C'est à cette époque que le doyen Rousseau démissionne pour devenir sous-ministre des Forêts à Ottawa. Il est remplacé par M. Fernand Boutin, qui entreprend à son tour une série d'entrevues avec l'administration, de pair avec le comité aviseur, pour que le gouvernement accorde cette forêt à la faculté. Il faut dire ici que le sous-ministre Edward Gay était également très favorable à notre projet. Mais voici que les tractations, commencées sous le ministre John Bourke, doivent être reprises avec le nouveau ministre M. Miquelon, puis son successeur M. Jacques Bertrand. Le gouvernement change subitement et nous recommençons avec M. Bonat-Arsenault, qui est remplacé à son tour par M. Clich. C'est ce dernier qui soumettra enfin à l'Assemblée législative le projet de loi tant désiré. Cependant, l'honorable Arsenault, qui avait contacté le premier ministre Lesage à ce sujet, permit à l'université de nous laisser commencer les travaux d'inventaire et d'aménagement en attendant que l'Assemblée législative soit saisie du projet de loi et passe un bill pour nous octroyer le territoire. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait à l'horizon, nous préparions déjà les cartes devant nous conduire à l'inventaire et à l'aménagement de ce domaine. M. Pierre Villeneuve et 2 étudiants commençaient les virées d'inventaire dès les premiers jours de juin sous la direction du professeur Ladouceur. En attendant les photographies aériennes gracieusement offertes par notre confrère André Cassista de la compagnie Aérophoto Incorporée, nous procédions à l'exploration du territoire et nous parcourions la route 33 qui limitait la forêt projetée au nord-est et au nord-ouest. Ces explorations nous permettaient de fraterniser et de discuter de nos projets en prenant une bonne bouchée près du pont de fer sur les rives de la rivière Montmorency. Nous voyons ici le doyen Fernand Boutin, le docteur André Lafont et votre bien dévoué. Nous entreprenions ensuite une visite des vieux chemins d'exploitation de l'Anglo-Canadian en étudiant toutes les variétés de Saint-Michel qui s'opposaient énergiquement à notre passage. Cette photo montre le lac Piché et les montagnes environnantes. Elle date, comme la suivante d'ailleurs, de juillet 1962. Nous apercevons sur celle-ci un lac artificiel formé par un barrage de 1944, donc de plus de 20 ans, dans le bassin du ruisseau des Eaux-Volées. Ce barrage est maintenant défoncé et le lac n'existe plus. En août 1962, le doyen Fernand Boutin charge le docteur Roger Gosselin, secrétaire de la faculté et coordonnateur de la forêt Montmorency, le docteur André Lafont, principal conseiller scientifique du doyen en matière forestière, et Robert Bellefeuille, directeur du département de génie forestier, d'une mission aux États-Unis pour visiter les forêts expérimentales des universités de Syracuse, de Yale et de Harvard, afin d'étudier leur forme d'administration, d'aménagement et plus particulièrement l'organisation de leurs archives. Nous prenons donc le chemin des Adirondacks dès notre entrée dans l'État de New York et nous dînons à un motel où tout le monde parle français. Cette région recouverte de forêts feuillues et parsemée de lacs était autrefois cultivée, mais presque toutes les terres ont été abandonnées et rachetées par l'État. C'est devenu un grand parc national où l'on a reboisé les parties cultivées et où on a concédé d'innombrables lots de villégiature pour le plus grand avantage des citadins de la région.
Après avoir visité la faculté de foresterie de Syracuse, nous nous rendons à leur plus grande forêt expérimentale, celle de Pâques, située à quelques milles seulement du lac Georges, dans la vallée de la rivière Champlain. Nous passons par la résidence du directeur, qui nous reçoit avec une grande amabilité et nous montre de quelle façon la forêt est administrée, comment sont catalogués les projets de recherche et où sont conservées les archives. Nous passons ensuite par la maison de l'ingénieur résident. Cette résidence est assez simple, comme toutes les autres d'ailleurs, mais elle est sise au milieu d'un petit parc bien entretenu et rempli de beaux arbres d'ornement. Nous visitons ce qu'il reste de la magnifique forêt de pins qui recouvrait ce domaine avant les grands Chablis. Et nous nous arrêtons un moment devant le monument élevé à la mémoire de Charles Lathrop Pâques, donateur de cette forêt, et de son épouse, qui ont demandé d'être inhumés dans leur forêt sous les grands pins. Nous traversons les plantations de pins, dans lesquelles on a conduit les premières recherches en nutrition minérale sur les essences forestières et où l'on poursuit des expériences fort intéressantes sur un système d'éclaircie préconisé par le vice-doyen de la faculté, le Dr. Heiberg. Nous nous rendons ensuite sur un promontoire où l'on a aménagé un lieu de stationnement pour quelques voitures et un endroit de camping pour ceux qui aiment la nature. De ce promontoire, on voit une bonne partie de la forêt expérimentale ainsi que le lac artificiel qu'on a créé de toutes pièces en construisant un petit barrage en terre. On peut maintenant y faire une bonne pêche et s'y récréer en y circulant en canot. Sur le chemin du retour, nous visitons l'édifice occupé par les étudiants de foresterie au cours de leur période de travaux pratiques. C'est une bâtisse finie en pin noueux de grande qualité, mais utilisable en belle saison seulement. Les étudiants y couchent dans les dortoirs de l'attique. Face à l'édifice des travaux pratiques se trouve un monument de pin blanc élevé par les élèves en témoignage de reconnaissance à leurs professeurs. Nous repassons par les bureaux de l'administration, nous disons bonjour à nos hôtes, nous jetons un dernier coup d'œil sur les jardins et les étangs et on nous donne une série de publications avant de partir. On passe devant le club des professeurs. C'est une autre bâtisse en pin noueux, avec d'immenses foyers et des salles de lecture pour ceux qui y font des recherches. N'y entre pas qui veut. Et il n'en sort pas grand-chose comme nouvelle. Le lendemain, nous prenons le Mohawk Trail, qui traverse de la rivière Champlain à la rivière Connecticut en passant par les montagnes vertes. On y trouve encore quelques fermes, mais cette région, autrefois entièrement cultivée, a été reconquise par la forêt qui est maintenant de belle venue, quoique très feuillue.